Le champagne coule à flot dans les jardins illuminés par des milliers de lanternes. Des centaines d'invités en habits de soie déambulent entre les statues de marbre blanc, leur rire se mêlant aux notes d'un orchestre dissimulé dans les bosquets. Au centre de cette féerie, un homme imposant, à la peau métisse et aux cheveux crépus, accueille ses hôtes avec une générosité royale. Alexandre Dumas vient d'inaugurer son château personnel, une merveille architecturale qu'il a baptisé le Château de Monte Cristo, en l'honneur de son propre roman. C'est l'été 1847, et cet homme qui tient dans sa main une coupe de cristal vient de réaliser un rêve impossible. Le château se dresse au port Marly, non loin de Paris, comme un défi lancé à la face du monde. Ses tours gothiques percent le ciel, ses façades Renaissance brillent sous la lune, et partout, gravés dans la pierre, on peut lire les titres de ses œuvres. C'est un monument qu'il s'est érigé à lui-même, une forteresse de gloire littéraire. Dans le parc, un pavillon de style mauresque abrite son cabinet de travail, son sanctuaire créatif où naissent les aventures qui font vibrer toute l'Europe. Les invités s'extasient devant tant de magnificence. Des actrices célèbres paradent au bras de ministres, des journalistes griffonnent des notes enthousiastes, et même ses plus féroces critiques ont accepté l'invitation, attirés comme des papillons par cette lumière éclatante. Dumas circule parmi ses invités avec l'aisance d'un monarque dans sa cour. Il distribue les bons mots, raconte des anecdotes de ses voyages, fait rire aux éclats une duchesse, impressionne un banquier avec ses projets pharaoniques. Il est au sommet de sa gloire. Ses romans feuilletons sont dévorés dans toute l'Europe. Les Trois Mousquetaires ont conquis le monde. Le comte de Monte Cristo fait pleurer dans les chaumières comme dans les palais. Il gagne des sommes astronomiques, près de 200 000 francs par an, une fortune qui ferait pâlir bien des aristocrates. Mais derrière cette façade éblouissante se cache une vérité que peu connaissent ce soir-là. Ce château de conte de fées est construit sur du sable, ou plutôt sur des dettes. Chaque pierre, chaque statue, chaque dorure a été payée à crédit. Les entrepreneurs attendent leur paiement. Les banquiers commencent à s'impatienter. Dumas dépense plus vite qu'il ne gagne, et il gagne pourtant plus que presque tous les écrivains de son temps réunis. C'est comme s'il cherchait à rattraper en une vie tous les siècles de richesse que sa famille n'a jamais eus. Comme s'il voulait prouver quelque chose au monde entier. Car ce château n'est pas qu'une simple demeure. C'est une revanche, un point levé contre tous ceux qui, depuis son arrivée à Paris, murmurent dans son dos. Ceux qui le caricaturent dans les journaux avec des traits simiesques, qui ricanent de son teint basané, qui l'appellent « le nègre » quand il pense qu'il ne les entend pas. Cette société parisienne qui l'adule en public et le méprise en privé. Ils sont tous là ce soir, à boire son champagne, à admirer son château, obligés de reconnaître sa réussite éclatante. Le petit-fils d'une esclave de Saint-Domingue les reçoit dans un palais digne d'un prince. Pourtant, alors que la fête bat son plein, certains invités échangent des regards entendus. Les jaloux calculent déjà combien de temps il pourra tenir ce train de vie insensé. Les créanciers présents évaluent mentalement la valeur de chaque tableau, de chaque meuble. Et quelque part dans Londres, un huissier a déjà commencé à dresser l'inventaire de ce qui pourrait être saisi. Car tous savent que Dumas vit au-dessus de ses moyens, même de ses moyens extraordinaires. Il entretient une troupe de parasites, nourrit tous les artistes affamés de Paris, finance des projets impossibles. Son théâtre historique, inauguré l'année précédente sur le boulevard du Temple, engloutit des fortunes sans rapporter un sou. Cette nuit de triomphe porte en elle les germes de la catastrophe. Dans moins de 2 ans, ce château de rêve sera vendu aux enchères pour une bouchée de pain. Dumas sera contraint de fuir ses créanciers, de s'exiler. Mais ce soir,
il règne. Il est le roi de Paris, le magicien qui transforme les mots en or, même si cet or lui file entre les doigts plus vite qu'il ne peut l'attraper. Comment cet homme, que la presse satirique dessine régulièrement sous les traits d'un singe, a-t-il pu s'offrir un château digne de Versailles? Comment le descendant d'esclaves est-il devenu le romancier le plus lu du monde, plus populaire que Victor Hugo lui-même? Et pourquoi ce château, symbole de son triomphe absolu, deviendra-t-il le tombeau de tous ses rêves? Pour comprendre cette ascension vertigineuse et cette chute inévitable, il faut remonter à la source de cette rage de vaincre qui anime Dumas. Il faut parler de son père, un géant oublié de l'histoire, dont l'ombre plane sur chaque ligne qu'Alexandre écrit. Car si le fils est devenu le romancier le plus célèbre de son siècle, c'est pour venger l'honneur d'un homme que la France a trahi. Un homme qu'on appelait le Diable Noir. Thomas Alexandre Dumas aurait pu vivre la vie dorée d'un planteur colonial à Saint-Domingue. Son père, le marquis Alexandre-Antoine David de la Pailloterie, possédait des terres, des esclaves, tout ce qui faisait la richesse des colons français dans les Caraïbes. Mais le destin en décida autrement quand ce noble Français tomba amoureux de Marie Cécette Dumas, une esclave noire qu'il avait achetée. De leur union naquit en 1762 un enfant métis aux traits magnifiques et à la force herculéenne. Un enfant qui porterait le nom de sa mère, Dumas, et non celui de son père aristocrate. Quand Thomas Alexandre arrive en France à l'âge de 14 ans, il découvre un monde où sa couleur de peau fait de lui une curiosité exotique. Mais il possède quelque chose que l'argent ne peut acheter. Un courage insensé et une force physique prodigieuse. À 18 ans, il s'engage dans l'armée royale comme simple dragon. C'est le début d'une ascension militaire qui défie toutes les lois de la société française de l'époque. En quelques années, ce fils d'esclave gravit tous les échelons. La Révolution française, avec ses idéaux d'égalité, lui ouvre des portes que l'Ancien Régime lui aurait fermées à jamais. Sous la République, Thomas Alexandre devient général à 31 ans. C'est un géant de près de 2 mètres, d'une force légendaire. On raconte qu'il pouvait soulever un cheval entre ses cuisses, qu'il brisait des fers à cheval à main nue. Sur les champs de bataille, il mène ses hommes avec une bravoure qui force l'admiration de tous. Les soldats autrichiens, terrorisés par ses charges furieuses, le surnomment Der Schwarze Teufel, le Diable Noir. Ce surnom, qui pourrait être une insulte, devient son titre de gloire. Il est la terreur des ennemis de la France, le héros que les soldats suivraient jusqu'en enfer. Mais c'est en Égypte que le destin du Diable Noir bascule. Napoléon Bonaparte, alors général lui aussi, emmène Thomas Alexandre dans sa campagne orientale. Les deux hommes, d'abord admiratifs l'un de l'autre, entrent rapidement en conflit. Thomas Alexandre ose critiquer ouvertement les décisions de Bonaparte, dénonce le pillage systématique de l'Égypte, refuse de fermer les yeux sur les massacres de civils. Pour Napoléon, habitué à l'obéissance absolue, cette insubordination est intolérable, surtout venant d'un homme noir qui ose le regarder dans les yeux sans baisser la tête. Le conflit atteint son paroxysme quand Thomas Alexandre demande à rentrer en France pour raison de santé. Napoléon y voit une désertion. Sur le chemin du retour, le navire du général fait naufrage près de Tarente, dans le royaume de Naples. Thomas Alexandre est capturé et jeté dans une geôle infâme. Pendant 2 ans, il croupit dans un cachot humide, empoisonné lentement par ses geôliers qui versent de l'arsenic dans sa nourriture. Quand il est enfin libéré en 1801, c'est un homme brisé qui rentre en France. Sa santé est détruite, sa carrière anéantie. Napoléon, devenu entre-temps premier consul puis empereur, refuse de lui accorder la moindre pension, le moindre honneur. Pire,
il efface méthodiquement le nom de Thomas-Alexandre Dumas de l'histoire officielle. Les bulletins de victoire sont réécrits, les témoignages sont censurés. Le Diable Noir, héros de la République, disparaît des mémoires. En 1806, il meurt dans la misère à Villers-Cotterêts, laissant sa veuve et ses 3 enfants dans le dénuement le plus total. Le petit Alexandre n'a que 4 ans. L'enfant grandit avec le poids écrasant de cette injustice. Sa mère lui raconte les exploits de son père, lui montre les rares médailles qu'ils ont pu conserver. Elle lui parle de la grandeur volée, de l'honneur bafoué. Dans l'esprit du jeune Alexandre se forge une certitude absolue. Il doit venger son père, restaurer la gloire du nom Dumas. Mais comment un enfant pauvre, métis, sans éducation formelle, peut-il défier l'empire qui a écrasé son père? Comment peut-il forcer la France à se souvenir? La réponse lui vient comme une révélation. Si son père maniait l'épée, lui maniera la plume. Si Thomas-Alexandre conquérait des villes, Alexandre conquérera les cœurs. Il écrira des histoires si puissantes, si inoubliables, que le nom Dumas ne pourra plus jamais être effacé. Il créera des héros immortels qui porteront en eux l'esprit de son père, le courage face à l'injustice, la loyauté absolue, la noblesse du cœur qui transcende celle du sang. Cette mission devient son obsession. Chaque page qu'il écrira sera un monument à la mémoire de son père. Chaque succès sera une revanche sur Napoléon et sur tous ceux qui ont conspiré pour enterrer le souvenir du Diable Noir. Le comte de Monte Cristo, avec sa soif de vengeance et de justice, c'est Thomas-Alexandre qui revient d'entre les morts pour réclamer son dû. D'Artagnan et les mousquetaires, avec leur bravoure et leur fraternité, c'est l'esprit du général républicain qui refuse de mourir. Mais pour accomplir cette mission, le jeune Alexandre doit d'abord conquérir Paris, cette capitale impitoyable qui dévore les rêveurs et écrase les faibles. Il doit transformer sa rage en génie créateur, sa douleur en source intarissable d'inspiration. Il doit prouver qu'un Dumas peut s'élever plus haut que tous les marquis et tous les empereurs. C'est avec cette détermination féroce qu'il quitte Villers-Cotterêts pour la capitale, prêt à prendre d'assaut les théâtres et les salons parisiens. En 1823, un jeune homme de 21 ans descend de la diligence à Paris avec 53 francs en poche et une ambition démesurée. Alexandre Dumas contemple pour la première fois les boulevards grouillants de la capitale, les façades haussmanniennes, les théâtres illuminés. Il n'a pour tout bagage qu'une belle écriture et quelques lettres de recommandation. Son plan est simple et fou à la fois. Conquérir Paris par les mots, comme son père avait conquis l'Italie par les armes. La réalité le frappe rapidement comme une gifle. Paris ne l'attend pas. Les portes se ferment, les éditeurs le congédient poliment, les directeurs de théâtre ne lui accordent même pas un regard. Son teint basané et ses cheveux crépus suscitent la méfiance. Dans les salons où il parvient à s'introduire, on chuchote dans son dos, on ricane de son accent provincial. Mais Dumas possède une arme secrète, un charisme irrésistible et une capacité de travail surhumaine. Il obtient un poste de clerc chez le duc d'Orléans, futur roi Louis-Philippe. Le salaire est maigre, 1200 francs par an. Mais cela lui permet de survivre tout en m'écrivant la nuit. Car c'est la nuit que Dumas devient vraiment lui-même. Quand Paris dort, il veille, penché sur ses manuscrits, dévorant les chroniques historiques, transformant la poussière des archives en chair et en sang. Il comprend instinctivement ce que le public parisien désire, non pas des leçons d'histoire, mais de la passion, du drame, de l'aventure. L'histoire de France regorge de complots, de trahisons, d'amours impossibles. Il suffit de savoir les raconter. Et personne ne sait raconter comme Alexandre Dumas. Son obsession se porte sur le théâtre, temple de la gloire parisienne. Victor Hugo vient de triompher avec Cromwell, inaugurant le romantisme théâtral. Dumas sent que son heure approche. Il écrit frénétiquement, recopie, corrige, recommence. Il étudie les mécanismes du succès, dissèque les pièces qui triomphent.
Et surtout, il choisit son sujet avec l'instinct du génie. Henri III et sa cour. Une période de l'histoire française pleine de fureur et de sang, de mignons poudrés et d'assassinats politiques. Le 11 février 1829, c'est la première à la Comédie Française. Dumas, dans les coulisses, tremble comme une feuille. Il sait que cette soirée décidera de tout. Soit il devient quelqu'un, soit il retourne à ses écritures chez le duc d'Orléans. Dès le premier acte, la salle est électrisée. Le public découvre une nouvelle façon de faire vivre l'histoire sur scène, brutale, sensuelle, vibrante de vérité. Les deux duels font frissonner, les tirades d'amour font pleurer, les complots de cour tiennent en haleine. À la fin, c'est un triomphe absolu, la salle croule sous les applaudissements. On réclame l'auteur. Quand Dumas apparaît sur scène, certains spectateurs ont un mouvement de surprise. Ce jeune homme, à la peau mate, aux traits africains, c'est lui le nouveau Shakespeare français ? Mais les applaudissements redoublent. Le talent vient de triompher des préjugés, au moins pour ce soir. Les critiques du lendemain sont dithyrambiques. Le Constitutionnel parle d'un coup de maître. Le journal des débats salue une révolution théâtrale. Du jour au lendemain, Alexandre Dumas devient l'homme dont tout Paris parle. Le succès appelle le succès. Les directeurs de théâtre qui l'ignoraient se bousculent maintenant à sa porte. Les actrices veulent jouer dans ses pièces. Les salons se l'arrachent. Il enchaîne les triomphes. Antony, qui fait scandale avec son héroïne adultère. La Tour de Nesle, mélodrame gothique qui fait frémir les bourgeois. Chaque nouvelle pièce est un événement. Les recettes explosent. Pour la première fois de sa vie, Dumas gagne de l'argent, beaucoup d'argent. 5 000, 10 000, 20 000 francs par pièce. Mais le théâtre a ses limites. Les représentations sont éphémères, les salles limitées. Dumas comprend qu'il doit viser plus grand, plus loin. Il observe avec fascination l'émergence d'un nouveau phénomène, le roman feuilleton dans les journaux. La presse d'Émile de Girardin vient d'inventer cette formule géniale, publier des romans par épisode pour fidéliser les lecteurs. C'est une révolution. Plus besoin d'acheter des livres coûteux, le roman vient à vous chaque matin avec votre journal. Et les tirages explosent. Dumas flaire immédiatement le potentiel gigantesque de ce nouveau média. Si le théâtre touche quelques milliers de spectateurs, le journal peut en toucher des centaines de milliers. L'histoire qu'il raconte peut se déployer sur des mois, créer une addiction, devenir un phénomène de société. C'est exactement ce dont il a besoin pour accomplir sa mission, graver le nom Dumas dans la mémoire collective française. Mais pour réussir dans le feuilleton, il faut produire vite, beaucoup, sans jamais faiblir. Les lecteurs sont voraces, les journaux insatiables. Un retard, une baisse de qualité et c'est la catastrophe. Dumas va devoir s'organiser différemment, penser à une échelle industrielle. C'est ainsi que naît l'idée qui fera sa fortune et causera sa perte. Transformer la création littéraire en entreprise. Une fabrique de rêves, où lui serait le chef d'orchestre, dirigeant une armée de collaborateurs pour produire plus d'histoires que n'importe quel homme seul ne pourrait en écrire. Cette idée révolutionnaire va faire de lui l'écrivain le plus lu du monde. Mais elle va aussi déchaîner contre lui la haine de toute l'élite littéraire parisienne qui verra dans cette méthode une prostitution de l'art. Les attaques qui vont suivre seront d'une violence inouïe, mêlant jalousie professionnelle et racisme décomplexé. Le mulâtre qui ose transformer la littérature en industrie va devenir la cible de toutes les haines. Dans son appartement de la rue de Rivoli, transformé en véritable ruche littéraire, Alexandre Dumas orchestre une révolution. C'est le début des années 1840 et il vient de comprendre quelque chose que ses contemporains refusent de voir. La littérature entre dans l'ère industrielle. Les journaux réclament du contenu, les lecteurs dévorent les histoires et lui seul semble capable de satisfaire cette faim insatiable. Alors il s'organise comme jamais aucun écrivain ne l'a fait avant lui.
Des jeunes hommes vont et viennent dans son cabinet de travail, les bras chargés de documents historiques. L'une apporte des mémoires du XVIIe siècle, dénichées chez un bouquiniste, l'autre des chroniques de la Fronde, un troisième des récits de voyage en Amérique. Parmi eux, un homme se distingue, Auguste Maquet, professeur d'histoire, devenu le plus précieux collaborateur de Dumas. Ensemble, ils forment un tandem redoutable. Maquet compile les sources, établit les trames, prépare les canevas historiques. Dumas transforme ces matériaux bruts en or pur, insuffle la vie aux personnages, cisèle les dialogues, crée cette magie narrative qui fait sa signature. Le système fonctionne à merveille. Dumas peut mener 5 ou 6 romans de front, passant de l'un à l'autre avec une facilité déconcertante. Le matin, il dicte un chapitre des Trois Mousquetaires à un secrétaire. L'après-midi, il corrige les épreuves du Comte de Monte Cristo. Le soir, il révise un drame pour le théâtre. Sa capacité de travail stupéfie même ses collaborateurs. Il peut écrire 16 heures d'affilée, ne s'arrêtant que pour engloutir un poulet rôti qu'il dévore debout, sans même poser sa plume. Les chiffres donnent le vertige. En 1844 seulement, il publie l'équivalent de 8000 pages. Les journaux se l'arrachent. Le siècle lui offre 63 000 francs pour les Trois Mousquetaires, une somme astronomique. Le journal des débats surenchérit pour obtenir le Comte de Monte Cristo. Le Constitutionnel veut son prochain roman à tout prix. Dumas est devenu une industrie à lui tout seul, employant une dizaine de personnes, générant des revenus qui dépassent ceux de certaines manufactures. Mais ce succès insolent déchaîne les foudres de l'establishment littéraire. Comment ce mulâtre ose-t-il transformer l'art sacré de l'écriture en vulgaire commerce? Les attaques fusent, d'abord feutrées, puis de plus en plus violentes. Eugène de Mirecourt publie un pamphlet intitulé « Fabrique de romans, Maison Alexandre Dumas et compagnie », où il accuse Dumas d'exploiter des nègres littéraires. L'ironie du terme « nègre » n'échappe à personne, surtout pas à Dumas. C'est le petit-fils d'esclave qu'on accuse d'être un négrier des lettres. Les caricatures dans la presse satirique deviennent ouvertement racistes. Le Charivari le dessine avec des traits simiesques, grimpant à un cocotier pour cueillir des noix de coco qu'il transforme en roman. La Revue de Paris publie une gravure où on le voit en singe savant, tapant frénétiquement sur une machine à écrire pendant que des petits singes lui apportent des manuscrits. Le message est clair. Cet homme n'est pas un vrai écrivain, c'est un sauvage qui singe la civilisation. Balzac lui-même, pourtant ami de Dumas, laisse échapper des remarques perfides sur l'industrie littéraire de certains. Les salons parisiens bruissent de médisance. On raconte que Dumas ne sait même pas ce qu'il signe, qu'il met son nom sur des œuvres qu'il n'a pas écrites. On murmure que sans Maquet, il ne saurait rien. Certains vont jusqu'à prétendre qu'il ne sait pas vraiment écrire, que son succès n'est dû qu'à son exotisme et à la curiosité malsaine du public pour ce phénomène de foire. Le plus douloureux, c'est que ces attaques touchent Dumas dans ce qu'il a de plus précieux, sa légitimité d'écrivain, son honneur d'artiste. Lui qui voulait venger la mémoire de son père, le voilà traîné dans la boue par ceux-là même qu'il espérait conquérir. Mais au lieu de le briser, cette haine le galvanise. À chaque attaque, il répond par un nouveau chef-d'œuvre. À chaque caricature, il oppose un succès plus éclatant. Un jour, excédé par les accusations de Mirecourt, Dumas lui envoie ses seconds pour un duel. Mais Mirecourt, lâche comme tous les calomniateurs, refuse le combat et préfère s'excuser publiquement. C'est une petite victoire, mais qui ne change rien au fond du problème. Le racisme de la société parisienne est trop profondément ancré. Dumas aura beau accumuler les triomphes, gagner plus d'argent que tous ses détracteurs réunis,
il restera toujours, pour une partie de l'élite, le mulâtre qui fait de la littérature industrielle. Pourtant, pendant que les critiques crachent leur venin, le public vote avec son cœur et son argent. Les romans de Dumas sont traduits dans toutes les langues d'Europe. En Russie, on s'arrache ses feuilletons. En Angleterre, on adapte ses pièces. En Italie, on le lit dans les cafés à voix haute. Le monde entier veut connaître la suite des aventures de D'Artagnan, le destin d'Edmond Dantès. Les personnages de Dumas deviennent plus réels que les hommes politiques de l'époque. C'est cette popularité phénoménale qui permet à Dumas de survivre aux attaques. Tant que les lecteurs réclament ses histoires, tant que les journaux ont besoin de lui pour vendre, il reste intouchable. Mais cette protection a un prix. Il doit produire toujours plus vite, sans jamais faiblir. La machine ne peut pas s'arrêter, sous peine de donner raison à ses ennemis. C'est dans cette course effrénée qu'il va créer ses 2 plus grands chefs-d'œuvre. 2 romans qui définiront à jamais ce que signifie l'aventure et la vengeance dans l'imaginaire occidental. Mars 1844. Dans les kiosques de Paris, une foule se presse dès l'aube. Les vendeurs de journaux n'ont pas assez de bras pour servir tout le monde. On s'arrache Le Siècle, qui publie le nouveau feuilleton d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Ce qui commence ce matin-là n'est pas simplement la publication d'un roman. C'est la naissance d'un mythe qui va transcender les siècles et les frontières. Dumas a trouvé son inspiration dans des mémoires poussiéreux du XVIIe siècle, ceux d'un certain Charles de Batz-Castelmore, comte d'Artagnan. Mais entre ses mains, cette chronique oubliée devient une épopée universelle. D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis ne sont pas de simples personnages historiques ressuscités. Ils sont l'incarnation d'un idéal que la France de Louis-Philippe a perdu, l'honneur, la bravoure, l'amitié indéfectible, le sacrifice pour une cause plus grande que soi. Le génie de Dumas, c'est d'avoir compris que son époque, engluée dans le matérialisme bourgeois et les compromissions politiques, avait désespérément besoin de héros. Pas des héros parfaits et inaccessibles, mais des hommes de chair et de sang, avec leurs failles et leurs élans. Athos boit pour oublier un amour perdu, Porthos est vaniteux, Aramis hypocrite, D'Artagnan impétueux et naïf. Mais ensemble, unis par leurs serments, ils deviennent invincibles. Un Porthos et tous pour un n'est pas qu'une devise, c'est une promesse de fraternité absolue dans un monde qui ne croit plus en rien. La France entière retient son souffle à chaque épisode. Dans les cafés, on lit à haute voix les dernières aventures. Les ouvriers économisent pour acheter le journal. Les bourgeois annulent leur rendez-vous pour ne pas manquer la suite. Les femmes s'évanouissent quand Milady révèle sa fleur de lys infamante. Les hommes rêvent de croiser le fer comme D'Artagnan. Les enfants jouent aux mousquetaires dans les cours d'école. C'est un phénomène de société sans précédent. Mais derrière cette fresque héroïque, il y a quelque chose de profondément personnel. Ces 4 hommes qui défient le pouvoir, qui restent fidèles à leurs principes contre vents et marées, c'est la revanche de Dumas sur son époque. Athos, le noble déchu qui garde sa grandeur dans la déchéance, c'est son père, le général oublié. D'Artagnan, le provincial qui conquiert Paris par son audace, c'est lui-même. Et leur fraternité, c'est celle qu'il aurait voulu trouver dans cette société parisienne qui le tolère sans jamais vraiment l'accepter. Le succès dépasse tout ce que Dumas a connu jusqu'alors. Les éditions pirates se multiplient à l'étranger. On traduit le roman avant même qu'il soit terminé. Des troupes de théâtre montent des adaptations sauvages. Les marchands vendent des épées comme celle de D'Artagnan, des chapeaux à la mousquetaire. C'est le premier phénomène de merchandising littéraire de l'histoire. Dumas a créé non seulement un roman, mais un univers, une mythologie moderne. Les critiques littéraires sont dépassées. Certains tentent de minimiser ce triomphe en parlant de littérature populaire, comme si toucher le cœur du peuple était une tare. D'autres accusent Dumas de déformer l'histoire, de prendre des libertés avec les faits.
Comme si l'exactitude historique importait plus que la vérité humaine. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Dumas ne raconte pas l'histoire telle qu'elle fut, mais telle qu'elle aurait dû être. Il redonne au passé sa grandeur perdue. Il ressuscite une France héroïque que le présent a trahie. Le plus extraordinaire, c'est la vitesse à laquelle il produit cette œuvre monumentale. Chaque matin, il se lève à 5 heures, avale un bol de chocolat et se met au travail. Les pages s'accumulent à une cadence infernale. Il dicte, corrige, réécrit, sans jamais perdre le fil de son intrigue labyrinthique. Maquet lui apporte des notes, des suggestions, mais c'est Dumas qui insuffle la vie, qui trouve le mot juste, la réplique qui fait mouche. Cherchez la femme. Tous pour un pour tous. Ces formules qui passeront à la postérité, c'est lui qui les forge. Les éditeurs le supplient de ralentir, de faire durer le plaisir. Mais Dumas est déjà ailleurs. Dans sa tête bouillonnent d'autres histoires, d'autres destins. Il termine Les Trois Mousquetaires et enchaîne immédiatement avec la suite, 20 ans après. Les lecteurs n'ont pas le temps de reprendre leur souffle. Et pendant qu'ils suivent les nouvelles aventures de leur héros vieillissant, Dumas prépare en secret son coup de maître. Car Les Trois Mousquetaires, malgré leur succès phénoménal, ne sont que l'échauffement. Le vrai chef-d'œuvre, celui qui portera toute sa rage et tous ses rêves de revanche, est déjà en gestation. Un roman où il ne s'agira plus de défendre le roi, mais de détruire ses ennemis. Un roman où le héros ne sera plus un gentilhomme, mais un homme du peuple trahi par les puissants. Un roman qui s'appellera « Le Comte de Monte Cristo » et qui sera la plus grande histoire de vengeance jamais écrite. Pendant que Paris dévore encore les derniers chapitres des Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas entame l'écriture de son œuvre la plus personnelle, la plus brûlante. Le Comte de Monte Cristo commence à paraître dans le Journal des débats en août 1844. Dès les premières lignes, on sent que quelque chose de différent se joue. Ce n'est plus l'insouciance héroïque des mousquetaires. C'est une histoire de ténèbres et de lumière, d'injustice absolue et de vengeance implacable. Edmond Dantès, jeune marin promis au bonheur, trahi par des amis jaloux, enfermé 14 ans au château d'If pour un crime qu'il n'a pas commis. Cette injustice fondatrice, Dumas ne l'a pas inventée. Il la porte en lui depuis l'enfance. Son père, le général glorieux, trahi par Napoléon, mort dans la misère. Lui-même, moqué, calomnié, caricaturé par une société qui ne supporte pas sa réussite. Chaque page du Comte de Monte Cristo suinte de cette rage longtemps contenue. Mais le génie de Dumas, c'est de transformer cette colère personnelle en épopée universelle. Qui n'a jamais rêvé de revenir plus fort après une humiliation? Qui n'a jamais fantasmé la vengeance parfaite contre ceux qui nous ont fait du mal? Edmond Dantès devient le comte de Monte Cristo, richissime, omnipotent, orchestrant la chute de ses ennemis avec une patience d'araignée. Il est ce que chaque lecteur voudrait être face à l'injustice. Non pas une victime, mais un justicier. Les parallèles avec la vie de Dumas sont évidents pour qui sait regarder. Le trésor caché de l'abbé Faria, c'est le talent littéraire que personne ne soupçonnait chez le petit clerc métis. La transformation d'Edmond en comte, c'est celle de Dumas en célébrité littéraire. Les ennemis du héros, Danglars le cupide, Fermant le traître, Villefort l'hypocrite, ce sont tous ces critiques, ces journalistes, ces écrivains jaloux qui tentent de détruire Dumas depuis des années. Le plus fascinant, c'est la façon dont le conte se venge. Il ne tue pas ses ennemis, il les détruit de l'intérieur, en utilisant leurs propres vices contre eux. Exactement comme Dumas qui, au lieu de répondre aux attaques par la violence, répond par le succès. Un succès si éclatant qu'il écrase ses détracteurs sous son poids. Chaque nouveau triomphe est un coup porté à ceux qui voulaient le voir échouer. Son château de Monte Cristo, qu'il fait construire exactement au moment où paraît le roman, n'est-il pas la matérialisation de cette revanche? Les lecteurs du Journal des débats
vivent chaque épisode comme une drogue. On raconte que certains malades demandent qu'on retarde leur opération pour connaître la suite. Des paris s'organisent sur le sort des personnages. Va-t-il épargner Mercedes? Maximilien mourra-t-il? La France entière retient son souffle. Le tirage du journal explose, passant de 7 000 à 25 000 exemplaires, du jamais vu. Mais au-delà du suspense, c'est la philosophie du roman qui marque les esprits. Attendre et espérer, la devise finale du conte, devient un mantra pour toute une génération. Dans une France en pleine mutation, où les fortunes se font et se défont, où la noblesse de sang cède la place à celle de l'argent, Monte Cristo incarne l'homme nouveau, celui qui se fait lui-même. Il n'a pas besoin de quartier de noblesse, sa noblesse vient de sa souffrance transcendée. Dumas écrit ce roman dans une sorte de transe créatrice. Il travaille la nuit, dictant à ses secrétaires épuisés des chapitres entiers sans reprendre son souffle. Parfois, il s'arrête, les larmes aux yeux, bouleversé par sa propre histoire. Car en racontant la vengeance d'Edmond, c'est sa propre catharsis qu'il accomplit. Chaque ennemi puni, c'est un de ses critiques qu'il écrase symboliquement. Chaque triomphe du conte, c'est le sien qu'il célèbre. L'argent coule à flot. Le journal des débats lui verse des sommes astronomiques. Les éditeurs étrangers se battent pour les droits. Les adaptations théâtrales se préparent déjà. Dumas pourrait être prudent, économiser, assurer ses arrières. Mais ce serait mal le connaître. Comme Monte Cristo, il veut éblouir, stupéfier, montrer au monde entier qu'Alexandre Dumas vaut tous les aristocrates de France réunis. C'est ainsi qu'en pleine publication du roman, il annonce son projet le plus fou, construire son propre théâtre sur le boulevard du Temple. Le théâtre historique, entièrement dédié au drame romantique, où il sera seul maître à bord. Un défi insensé dans un Paris déjà saturé de salles de spectacle. Mais Dumas ne calcule pas, il fonce. L'argent qu'il gagne d'une main, il le dépense de l'autre, toujours plus vite, toujours plus grand. Cette mégalomanie inquiète ses proches. Son fils, Alexandre Junior, tente de le raisonner. Ses amis le mettent en garde. Mais Dumas est ivre de sa puissance créatrice. Il se croit invincible, comme son comte de Monte Cristo. Il ne voit pas que, contrairement à son héros qui calculait chaque coup, lui avance en aveugle vers le précipice. La vengeance littéraire est accomplie, mais à quel prix? Février 1848. Les barricades se dressent dans Paris, la monarchie de Juillet s'effondre, Louis-Philippe fuit en Angleterre. La Révolution balaie tout sur son passage, y compris les rêves de grandeur d'Alexandre Dumas. Son théâtre historique, inauguré 1 an plus tôt en grande pompe sur le boulevard du Temple, se vide brutalement. Les Parisiens ont d'autres préoccupations que les drames romantiques. Ils veulent du pain, du travail, la République. Les recettes s'effondrent, mais les charges demeurent. Les salaires des 80 employés, les décors somptueux, les costumes, le loyer exorbitant. Dumas regarde son empire s'écrouler avec l'incrédulité d'un homme qui se croyait intouchable. Le théâtre engloutit 300 000 francs par an. Les créanciers, qui hier encore le flattaient, montrent maintenant les dents. Les huissiers commencent leur sinistre balai, saisissant les meubles, les costumes, tout ce qui peut être vendu. Mais le coup de grâce vient du château de Monte Cristo, ce palais de l'orgueil qui devient son tombeau financier. Les entrepreneurs qui ont construit le château réclament leur dû. 400 000 francs de dette, une somme colossale, même pour Dumas. Les journaux qui le payaient des fortunes réduisent leurs tarifs, invoquant la crise. Les éditeurs retardent leur paiement. C'est un cercle vicieux. Plus il a besoin d'argent, moins on veut lui en donner. Ceux qui enviaient sa réussite se délectent de sa chute. Les mêmes qui buvaient son champagne il y a 2 ans murmurent maintenant qu'il l'avait bien dit, que ce mulâtre dépensier finirait mal. En septembre 1849, l'impensable se produit. Le château de Monte Cristo est mis aux enchères.
Ce palais, qui avait coûté près de 500 000 francs, est vendu pour 30 000 francs seulement. Une bouchée de pain. Dumas assiste impuissant au dépeçage de son rêve. Les meubles sont dispersés, la bibliothèque vendue au poids, les manuscrits éparpillés. Des charognards se disputent les reliefs de sa grandeur. Certains achètent des souvenirs pour quelques francs, d'autres pour avoir le plaisir de dire qu'ils possèdent un morceau du grand Dumas abattu. Le théâtre historique ferme définitivement ses portes en décembre 1850. La faillite est totale. Dumas doit près d'1 million de francs, une dette qu'il ne pourra jamais rembourser entièrement. Les huissiers le traquent jour et nuit. Il ne peut plus sortir sans risquer d'être arrêté pour dette. Paris, cette ville qu'il avait conquise, devient sa prison. L'homme qui créait des mondes avec sa plume est maintenant cerné par des colonnes de chiffres implacables. C'est à ce moment précis, quand tout semble perdu, que Dumas révèle sa vraie nature. Un autre se serait effondré, aurait sombré dans l'amertume. Pas lui. Dans la nuit du 12 décembre 1850, il prend une décision qui stupéfie même ses proches. Il fuit. Pas comme un vaincu, mais comme d'Artagnan partant pour une nouvelle aventure. Il emprunte de l'argent à des amis, prend la diligence pour Bruxelles, laissant derrière lui les ruines de son empire parisien. De Belgique, il écrit à son fils « Je ne suis pas fait pour la comptabilité, mais pour l'imagination. Mes créanciers volent de l'argent ? Je vais leur en gagner, mais à ma façon, libre et sans entrave. » Cette phrase résume tout Dumas. Même écrasé par la défaite, il refuse de se soumettre. Il continue à écrire, frénétiquement, envoyant des manuscrits à Paris, négociant avec des éditeurs belges, suisses, anglais. Ses créanciers français peuvent saisir ses biens, pas son génie. L'exil belge devient une renaissance. Libéré du poids de ses possessions, du château, du théâtre, de tous ces symboles de réussite qui étaient devenus des chaînes, Dumas retrouve ce qu'il était vraiment. Un conteur nomade, un créateur insatiable. Il écrit ses mémoires, commence de nouveaux romans, renoue avec le plaisir pur de raconter des histoires. La pauvreté relative lui pèse moins que la perte de liberté qu'aurait signifié une reddition. Ses ennemis parisiens jubilent. Les journaux satiriques publient des caricatures cruelles. Dumas en singe fuyant avec des liasses de faux billets. Dumas mendiant dans les rues de Bruxelles. Eugène de Mirecourt, son vieil ennemi, écrit « Le château de cartes s'est effondré, le roi nègre est nu. » Mais ces attaques ne l'atteignent plus. Il a compris quelque chose d'essentiel. Sa vraie richesse n'était pas dans les pierres du château de Monte Cristo, mais dans les milliers d'histoires qui bouillonnent encore dans sa tête. De son exil, il observe avec ironie le destin de ses détracteurs. Beaucoup sont ruinés par la même révolution qu'il a abattue. D'autres, compromis avec le régime déchu, sont contraints à l'exil eux aussi. La roue de la fortune tourne pour tout le monde, mais lui, au moins, a vécu ses rêves jusqu'au bout. Il a construit son château ne serait-ce que pour 2 ans. Il a été le roi de Paris, même si son règne fut bref. Combien peuvent en dire autant? L'exil n'a jamais été dans la nature d'Alexandre Dumas une punition, mais une invitation au voyage. En 1858, après des années d'errance à travers l'Europe, il entreprend le voyage de sa vie, la Russie. À 56 ans, quand d'autres songent à la retraite, lui part à la conquête des steppes infinies. Saint-Pétersbourg l'accueille comme un roi. Les aristocrates russes qui ont grandi avec ses romans se disputent l'honneur de le recevoir. On traduit ses œuvres en direct pendant qu'il les écrit. Il découvre avec stupéfaction qu'il est plus célèbre à Moscou qu'à Paris. Mais c'est en 1860 que Dumas vit sa plus extraordinaire aventure, celle qui prouve que l'homme vaut ses personnages. Giuseppe Garibaldi, le révolutionnaire italien, s'apprête à conquérir le royaume des 2 Siciles avec ses chemises rouges. Dumas n'hésite pas une seconde, il liquide ce qui lui reste, emprunte encore et affrète un navire, l'Emma, qu'il charge d'armes et de munitions.
À 58 ans, l'écrivain ruiné devient contrebandier pour la liberté de l'Italie. La rencontre entre Dumas et Garibaldi est celle de deux légendes vivantes. Le général italien a lu tous les romans du Français. Dumas voit en Garibaldi un D'Artagnan moderne, un héros sorti de ses pages. Ensemble, ils entrent dans Naples libéré sous les acclamations de la foule. Dumas n'est pas un simple observateur. Garibaldi le nomme directeur des fouilles de Pompéi et du musée archéologique de Naples. Pour la première fois de sa vie, il détient un pouvoir réel, non pas sur les mots, mais sur l'histoire en train de se faire. Durant 4 ans, Dumas vit en Italie comme dans un de ses romans. Il fonde un journal, l'Indipendente, pour soutenir l'unification italienne. Il organise des expéditions archéologiques, sauve des œuvres d'art du pillage, écrit des articles enflammés pour la cause républicaine. Ses créanciers parisiens peuvent toujours courir. Il est devenu un héros de l'indépendance italienne. Les Napolitains l'adorent, cette étrange Française à la pommade qui parle leur langue avec un accent chantant et qui leur raconte l'histoire de leur propre héros. Mais même l'Italie ne peut retenir éternellement ce Prométhée de la plume. L'argent manque toujours cruellement. Les dettes parisiennes, même lointaines, pèsent sur sa conscience. Son fils, Alexandre Junior, devenu célèbre avec la Dame aux camélias, le supplie de rentrer. La France a changé. Napoléon III règne, l'Empire a remplacé la République et avec lui une certaine stabilité financière. Peut-être pourra-t-il enfin trouver la paix. En 1864, Dumas rentre discrètement en France. Il a 62 ans, les cheveux blanchis, le corps alourdi par les excès. Mais dès qu'il reprend la plume, la magie opère encore. Les journaux, prudents d'abord, lui rouvrent leurs colonnes. Les nouveaux lecteurs, ceux qui ont grandi avec ces histoires, veulent connaître les nouvelles aventures du maître. Il écrit, infatigable, 2 nouveaux romans, des récits de voyage, des mémoires. Mais ce n'est plus la production frénétique d'autrefois. L'âge, les déceptions, l'exil ont laissé leur marque. La situation financière reste catastrophique. Ses créanciers ont obtenu que tous ses revenus soient saisis à la source. Il ne touche qu'une maigre pension sur ses propres œuvres. L'homme qui gagnait des fortunes vit maintenant de la charité déguisée de ses éditeurs et de son fils. Il s'installe chez Alexandre Junior dans son appartement parisien. Le contraste est cruel. Le père, génie chaotique et ruiné, hébergé par le fils, méthodique et prospère. Les dernières années sont douces amères. Dumas continue d'écrire, mais ses manuscrits se vendent mal. La nouvelle génération préfère Flaubert et son réalisme glacé. Le romantisme flamboyant de Dumas paraît démodé. On le respecte comme un monument du passé, mais on ne le lit plus avec la ferveur d'autrefois. Parfois, dans les salons où il est encore invité par pitié plus que par admiration, il raconte ses aventures avec Garibaldi, ses voyages en Russie. Les jeunes gens l'écoutent poliment, croyant à moitié qu'il invente. En 1870, quand la guerre avec la Prusse éclate, Dumas, malade, presque paralysé, trouve encore la force de s'indigner. Il qui a toujours cru en la grandeur de la France voit s'effondrer le Second Empire. Sedan, l'empereur prisonnier, Paris assiégé, c'est trop pour son cœur de vieux patriote. Il s'éteint le 5 décembre 1870 chez son fils, à Puy, près de Dieppe. Ces derniers mots, rapportés par son fils, résument toute sa vie. Je suis venu avec 2 louis en poche, je meurs avec 2 louis. Nous sommes quittes. Mais cette mort dans la quasi-pauvreté n'est pas la fin de l'histoire, car les héros que Dumas a créés sont plus vivants que jamais. Dans Paris assiégé, les soldats se donnent du courage en se racontant les exploits de D'Artagnan. Les communards citent Monte Cristo. Ces personnages sont devenus immortels, partie intégrante de l'âme française. L'homme est mort ruiné, mais son œuvre vaut plus que tous les châteaux du monde. Les dernières années d'Alexandre Dumas ressemblent à un paradoxe cruel. L'homme qui a créé les héros les plus vivants de la littérature française s'éteint lentement dans l'ombre de son propre fils.
Installé dans la villa de Puy, près de Dieppe, il regarde la mer en songeant peut-être à Edmond Dantès, contemplant l'horizon depuis le château d'If. Mais contrairement à son personnage, aucun trésor ne l'attend. Seulement des créanciers qui réclament encore leur dû, 40 ans après les premières dettes. Alexandre Dumas fils observe son père avec un mélange de tendresse et d'exaspération. Ce géant qui l'a écrasé de son ombre toute sa vie est maintenant un vieillard dépendant, qui ne peut même plus signer ses lettres tant sa main tremble. Le fils, auteur à succès de La Dame aux Camélias, membre de l'Académie française, tout ce que le père n'a jamais pu être, règle les dernières factures, négocie avec les éditeurs pour grappiller quelques droits. C'est lui qui maintient la fiction que le grand Dumas travaille encore, alors que le vieil homme peut à peine tenir une plume. Le contraste entre les deux Alexandre est saisissant. Le fils a tout ce qui a manqué au père, la respectabilité bourgeoise, la reconnaissance officielle, la stabilité financière, mais il lui manque l'essentiel, le génie volcanique, cette capacité à créer des mondes entiers d'un coup de plume. Le fils écrit des pièces moralisatrices sur les femmes perdues et la rédemption, le père a créé des immortels. Le fils compte ses sous, le père a dilapidé des fortunes, le fils sera académicien, le père restera éternel. Cette différence, Dumas père la ressent cruellement. Dans ses moments de lucidité, il dit à qui veut l'entendre que son fils écrit mieux que lui, qu'il est plus intelligent, plus cultivé, mais tout le monde sait que c'est faux. Le fils a du talent, le père avait du génie. Le fils construit, le père crée. Et cette création débridée, anarchique, excessive, a eu un prix que Dumas paie maintenant de sa santé ruinée. Car toute cette vie de travail frénétique, de nuits blanches, d'excès en tout genre, présente maintenant sa facture. Le corps de Dumas, autrefois colossal, s'est affaissé. Le diabète le ronge, ses jambes ne le portent plus. Lui qui parcourait l'Europe sans fatigue est maintenant cloué dans un fauteuil. Le cerveau qui produisait 1000 pages par mois peine à aligner quelques phrases. C'est comme si toute cette énergie créatrice dépensée sans compter avait épuisé d'un coup les réserves vitales. Les visiteurs qui viennent encore le voir sont frappés par la déchéance physique, mais plus encore par l'étincelle qui brille toujours dans ses yeux. Quand on lui parle de ses personnages, le vieux lion se ranime. Il raconte pour la 1000e fois comment il a trouvé l'idée des 3 mousquetaires, comment Monte Cristo lui est venu en rêve. Ces personnages sont plus réels pour lui que les gens qui l'entourent. Ils sont ses vrais enfants, ceux qui ne l'ont jamais déçu, qui ne lui ont jamais reproché ses dettes et ses folies. Le prix de son immortalité littéraire, c'est cette vie chaotique qu'il laisse derrière lui. Pas d'héritage matériel, pas de fortune transmise, pas même une maison de famille. Ses descendants devront vivre des miettes de ses droits d'auteur, se battre avec les éditeurs qui continuent à s'enrichir sur son nom. Ses manuscrits sont dispersés aux 4 vents, vendus pour payer les dettes. Ses lettres d'amour finissent chez des collectionneurs qui les achètent au poids. Mais ce chaos apparent cache une cohérence profonde. Dumas a vécu exactement comme ses héros, sans calcul, sans prudence, avec panache. Il n'a pas écrit sur l'aventure, il l'a vécue. Il n'a pas imaginé la grandeur, il l'a incarnée. Chaque franc dépensé stupidement, chaque projet insensé, chaque fuite devant les créanciers, c'était sa façon de refuser la médiocrité bourgeoise. Il aurait pu être raisonnable, économe, respectable. Il aurait pu finir à l'Académie française, comme son fils. Mais alors aurait-il pu créer d'Artagnan ? Cette question hante ces derniers jours. Quand la douleur le laisse en paix, il se demande parfois s'il n'aurait pas dû être plus sage. Mais aussitôt, il chasse cette pensée. La sagesse, c'est la mort de l'imagination. Le calcul, c'est la fin de la création. Il a préféré brûler comme une comète que de s'éteindre comme une chandelle.
Et si le prix à payer est cette fin dans la dépendance et la maladie, soit. Ces personnages, eux, ne vieilliront jamais. Le 5 décembre 1870, Alexandre Dumas s'éteint. Pas de grande funérailles nationales, pas de cortège officiel. Juste un enterrement discret à Neuville-lès-Pollet, dans le caveau de son fils. La France, traumatisée par la défaite contre la Prusse, par le siège de Paris, n'a pas le temps de pleurer ses écrivains. Mais dans les tranchées, dans les hôpitaux, dans les foyers endeuillés, on continue à lire Les Trois Mousquetaires pour oublier l'horreur du présent. 30 novembre 2002. Une foule immense se presse sur les trottoirs du boulevard Saint-Michel. Les caméras du monde entier sont braquées sur un spectacle inédit dans l'histoire de France. Un cercueil recouvert de velours bleu frappé de la devise « Un pour tous, tous pour un » remonte lentement vers le Panthéon, escorté par 4 gardes républicains en costume de mousquetaires. 132 ans après sa mort, Alexandre Dumas entre enfin dans le temple de la gloire nationale, accueilli par le président Jacques Chirac et les plus hautes autorités de l'État. Cette apothéose posthume a quelque chose de romanesque qui aurait enchanté Dumas. Le cortège passe devant les lieux de ses triomphes parisiens. L'emplacement de l'ancien théâtre historique, aujourd'hui disparu, la Comédie Française, où il connut son premier succès, les bureaux des journaux qui publièrent ses feuilletons. À chaque station, des comédiens déclament des passages de ses œuvres. La voix de D'Artagnan résonne sur les pavés de Paris. Monte Cristo proclame sa vengeance. Antony crie son amour fatal. Mais le plus symbolique, c'est la présence dans le cortège de représentants venus d'Haïti, cette île où sa grand-mère était esclave et d'où vient ce sang africain qui fut si longtemps une malédiction. Le président haïtien a fait le voyage spécialement. Les descendants d'esclaves rendent hommage au petit-fils d'esclave qui a conquis le monde avec sa plume. Cette reconnaissance dépasse la simple littérature. C'est la France qui reconnaît enfin la richesse de sa diversité, qui accepte que ses gloires nationales puissent avoir la peau noire. Dans son discours, Jacques Chirac prononce des mots qui auraient fait pleurer Dumas de joie. Avec vous, c'est toute l'humanité qui entre au Panthéon. Un humanisme généreux, épris de justice et de fraternité. Ces mots effacent enfin les caricatures simiesques, les pamphlets racistes, les maigres littéraires crachés avec mépris. La République reconnaît en Dumas non seulement un génie de la littérature, mais un symbole de ce que la France peut offrir de meilleur. L'égalité des chances, le triomphe du talent sur la naissance. Le transfert au Panthéon révèle aussi l'ampleur phénoménale de l'héritage de Dumas. Ses œuvres ont été traduites dans plus de 100 langues. Elles ont inspiré plus de 200 films, d'innombrables pièces de théâtre, des opéras, des comédies musicales. Hollywood ne serait pas Hollywood sans les Trois Mousquetaires. Le cinéma d'aventure tout entier descend en ligne directe de ses romans. De Douglas Fairbanks à Leonardo DiCaprio, des générations d'acteurs ont incarné ces personnages. Ces histoires sont devenues universelles, dépassant les frontières et les cultures. Plus extraordinaire encore, ces personnages vivent leur propre vie, indépendamment de leur créateur. Combien de gens dans le monde connaissent D'Artagnan sans savoir qui était Dumas ? Combien citent un pour tous, tous pour un, sans connaître l'origine de la devise ? Monte Cristo est devenu un archétype, le symbole même de la vengeance et de la rédemption. Ces créatures de papier sont plus vivantes que la plupart des personnages historiques réels. L'industrie du divertissement moderne doit énormément à Dumas. Il a inventé le concept de franchise avant l'heure, avec ses suites et ses préquels. Il a créé l'univers partagé, où les personnages d'un roman apparaissent dans un autre. Il a compris avant tout le monde que le public voulait retrouver ses héros préférés dans de nouvelles aventures. Les 20 ans après, le vicomte de Bragelonne, ce sont les ancêtres des sagas modernes.
Marvel et ses super-héros, c'est Dumas en costume contemporain. Mais au-delà du divertissement, Dumas a légué quelque chose de plus profond, une certaine idée de l'héroïsme accessible à tous. Ces héros ne sont pas des surhommes inaccessibles. D'Artagnan est un provincial maladroit qui apprend sur le tas. Monte Cristo est un homme ordinaire, transformé par l'épreuve. Ils nous disent que chacun peut devenir héros, que la noblesse n'est pas dans le sang, mais dans les actes. Cette démocratisation de l'héroïsme, c'est peut-être son legs le plus précieux. L'entrée au Panthéon corrige aussi une injustice historique. Dumas rejoint enfin Victor Hugo, son contemporain et rival, panthéonisé en 1885. Il retrouve Voltaire et Rousseau, ces philosophes des Lumières dont il fut l'héritier populaire. Il prend place parmi les grands hommes de France, lui qu'on traitait de parvenus et d'étrangers. La boucle est bouclée. Le fils du général oublié a forcé la France à se souvenir. Ce jour de novembre 2002, quand le cercueil pénètre sous la coupole du Panthéon, quelque chose de magique se produit. Les 4 mousquetaires en costume d'époque qui escortent le cercueil ne sont pas que des figurants. Pour un instant, ils sont vraiment Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan, venus chercher leur créateur pour l'ultime aventure. La devise « Un pour tous pour un » résonne sous les voûtes comme une promesse tenue. Dumas a donné sa vie pour ces personnages, et maintenant, symboliquement, ils viennent le chercher pour l'emmener dans l'immortalité.